Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et que ces très bons scores d'audience nous ont valu de recevoir un prix ce mois-ci lors de la 8e édition d'Innov Audio Paris. Crime Story a donc gagné une étoile, c'est grâce à vous et avec Damien, on voulait vous remercier au nom de toute l'équipe. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, vengeance et chaîne IFI piégée, enquête sur le mystérieux assassin de la Baule. Une explosion, un homme décapité, la station balnéaire chic plonge dans une affaire à tiroir où vont s'entremêler terrorisme, querelles politiques et folie meurtrière. Vendredi 24 novembre 2000, il est 8h15 à la Baule, station balnéaire de Loire-Atlantique, Cossu, située à environ 70 km de Nantes. À cette période de l'année, les touristes, très nombreux l'été, ont déserté la plage qui s'étire sur des kilomètres. La ville aussi est beaucoup plus calme. Restent ceux qui y vivent à l'année et qui profitent de cette belle journée d'hiver ensoleillée. Jacques Leparoux, 39 ans, fait partie de ceux-là. Originaire de Savenay, une commune située dans les terres, il travaille comme agent technique au syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise, le SICAPG. Le syndicat est chargé des questions d'environnement pour une dizaine de communes alentours. Jacques Leparoux est très apprécié de ses collègues. Comme d'habitude, la secrétaire du SICAPG est arrivée sur place à 8h. Elle prépare les locaux pour l'accueil du public, puis s'installe à son bureau pour imprimer des étiquettes. Jacques, lui, descend directement dans une salle de réunion. Il doit y avoir un pôle après-midi et il veut que tout soit prêt pour l'arrivée de ses collègues. La secrétaire a prévu de venir l'aider dès qu'elle aura terminé. Entre-temps, d'autres employés du SICAPG arrivent et se mettent à travailler. À 8h15 précisément, un bruit sourd retentit, accompagné d'une secousse dans tout le bâtiment. Certains pensent au bang d'un avion qui aurait franchi le mur du son. Rapidement, une épaisse fumée blanche s'échappe du rez-de-chaussée, au niveau de la salle de réunion. Personne ne comprend ce qu'il se passe, mais en voyant les murs commencer à se lézarder, la dizaine de personnes présentes comprend qu'il faut vite quitter les lieux. Avant ça, quelques-uns tentent d'aller chercher Jacques. Impossible. Dans les escaliers, la fumée est tellement dense qu'elle empêche de respirer. Dans la caserne, située à quelques rues de là, les pompiers ont aussi entendu la détonation. Quand ils arrivent sur place quelques minutes plus tard, il n'y a plus ni fumée ni flamme, mais ils constatent que l'explosion a soufflé plusieurs vitres et percé un trou impressionnant dans la façade du bâtiment. Le directeur du SICAPG, en tant que responsable de l'établissement, est sollicité par les policiers pour reconnaître la victime. Il sait que c'est Jacques Leparoux, mais l'explosion a été d'une telle violence que l'employé a eu la tête arrachée. L'explosion se serait produite peu après 8h ce matin. Elle aurait eu lieu dans la salle de réunion du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise. Un syndicat dans lequel 12 communes sont associées. Un syndicat qui a pour vocation, entre autres, le développement touristique de la région, mais qui s'occupe également de la gestion des marais salants de Guérande. L'explosion, selon les premiers témoins, a été particulièrement violente, dégageant beaucoup de fumée et tuant un employé du syndicat. Damien, en premier lieu, les pompiers pensent à une fuite de gaz. Oui, parce que c'est la toute première hypothèse, notamment parce que les explosions dues au gaz sont assez fréquentes et peuvent faire ce type de dégâts. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, les pompiers, il n'y a aucune odeur. Or, le gaz est un fluide inodore, mais il est en quelque sorte parfumé chimiquement, justement, pour être détecté en cas de fuite. Et cette odeur, elle n'est pas présente quand les pompiers arrivent. Ils se disent alors que c'est peut-être un défaut sur une chaudière ou sur un chauffe-eau qui a provoqué l'explosion. Et là encore, c'est une situation assez fréquente. En tout cas, leur première pensée, c'est qu'il s'agit d'un accident. Finalement, les policiers sur place comprennent que c'est un objet dans la salle qui a explosé. Les enquêteurs du service de police judiciaire de Nantes arrivent sur place pour les premières constatations et il y a des débris qui les intriguent. Et avant même d'aller plus loin dans les analyses, ils décident de geler toute la scène et de prévenir leurs collègues de la division nationale antiterroriste, la DNAT. Donc, la piste de l'accident n'est clairement plus privilégiée. C'est bien une explosion criminelle et peut-être même un attentat. Dans un premier temps, les policiers imaginent que c'est la victime elle-même, Jacques Leparoux, qui a pu déclencher la déflagration en manipulant un engin explosif. Ils vont donc aller forcer le coffre de sa Peugeot 205 qui est sur le parking, mais le véhicule ne contient absolument rien de suspect.
Interrogés, les collègues de Jacques Leparoux évoquent une autre piste possible. En tout cas, il raconte aux enquêteurs que Jacques a descendu ce matin-là un carton situé à l'étage pour le déposer dans la salle de réunion. Ce carton contenait une chaîne IFI qui avait été envoyée et surtout reçue par le syndicat au début du mois d'août, c'est-à-dire 3 mois avant. La secrétaire retrouve même le bon de livraison de ce colis qui est daté du 4 août et qui provient d'une société de transport et de fret de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Ce colis était adressé nommément à Christophe Priou, un personnage important de la scène politique locale. Christophe Priou est conseiller général et maire du Croisic, une ville située tout au bout de la presqu'île de Guérande. Il est aussi président du SICAPG. C'est la figure montante de la droite locale. Âgé de 42 ans, apprécié de ses administrés, Christophe Priou est un atout pour le SICAPG. D'autant plus que celui-ci a dû se remettre d'un scandale de fausses factures qui a éclaboussé, entre autres, son mentor en politique, le gaulliste Olivier Guichard, maire de la Baule et député de la région Pays de Loire pendant 20 ans. C'est grâce à lui que Christophe Priou est devenu un personnage politique d'envergure dans le secteur. Il va falloir comprendre qui pouvait lui en vouloir. Les enquêteurs attendent aussi beaucoup des analyses pratiquées sur les débris de la chaîne IFI et sur d'autres objets saisis sur la scène de crime. Et les résultats sont édifiants. La chaîne IFI a en réalité été trafiquée et piégée. À l'intérieur de l'appareil a été disposé un petit fût de bière bourré d'un mélange de 4 kg de désherbant et de sucre, ce qui équivaut à une charge de 2 kg de dynamite. Le dispositif de mise à feu était relié à la prise d'alimentation de la chaîne IFI. C'est donc en branchant l'appareil, sans doute pour le tester, que Jacques Leparoux, la victime, a provoqué involontairement l'explosion. On l'a dit, le colis contenant la chaîne IFI piégée est arrivé dans les locaux du syndicat à la Baule le 7 août. D'après les premiers éléments de l'enquête, il a été envoyé 3 jours plus tôt, depuis une société de fret de Gennevilliers. Ce sont les données qui figurent sur l'étiquette de livraison qui a été conservée. Le colis a, semble-t-il ensuite, été déposé sur une étagère où il prenait la poussière, jusqu'à ce que Jacques, le vendredi 24 novembre 2000 au matin, décide de procéder à quelques rangements. L'après-midi du drame, à la mairie de la Baule, une réunion de crise rassemble les magistrats, les policiers et les dirigeants du SICAPG, au premier rang desquels Christophe Priou, le destinataire du colis piégé. Différentes pistes sont évoquées pendant le tour de table. Celle d'un acte terroriste tient la corde. Mais les suspects potentiels sont nombreux. On pense d'abord à l'ARB, l'Armée révolutionnaire bretonne. Ce groupuscule, connu des autorités, avait déjà revendiqué 4 attentats. On les avait aussi suspectés, avec des écologistes radicaux, d'avoir commis un attentat à la bombe contre la mairie de la Baule 11 mois plus tôt. Problème, l'ARB n'utilise pas habituellement le type d'explosif qui a fait sauter le SICAPG, ni ce système de mise à feu. On passe alors au crible tous les actes terroristes récents pour trouver des similitudes avec l'explosion au syndicat. Peu de temps avant, par exemple, un petit engin explosif qui n'avait pas fonctionné avait été retrouvé au pied d'un monument dans un village proche de Pornic, sur la côte, à une 40aine de kilomètres de la Baule. Une tentative signée par un mystérieux collectif contre le bétonnage du littoral. Les enquêteurs s'intéressent aussi aux chasseurs de gibier d'eau, très virulents dans l'arrière-pays de la Baule, notamment dans le parc régional de la Brière. En août, 4 mois avant l'attentat, un projet d'interdiction de la chasse dans le parc, soutenu par les écologistes, avait provoqué une brusque poussée de violence. S'estimant trahis, des activistes avaient incendié 2 maisons appartenant à l'établissement public gérant le parc. Un ornithologue, qui travaillait comme guide sur ce site, avait été contraint de quitter les lieux après avoir reçu des menaces de mort. Damien, en tant que conseiller général, Christophe Priou était membre du conseil d'administration de ce parc. Oui, on rappelle que c'est bien à Christophe Priou qu'est adressée nominativement cette chaîne IFI piégée. Alors, Christophe Priou, il avait pris des positions très dures, notamment envers Total, qui avait affrété le pétrolier Erika, qui a sombré au large des côtes bretonnes le 12 décembre 1999 et qui a provoqué une marée noire dramatique. Cela l'avait rapproché des élus écologistes et des mouvements écologistes locaux. Donc, cet élément, comme ceux que vous venez de détailler, est une piste étudiée par les enquêteurs. Mais ça paraît quand même extrêmement disproportionné.
Christophe Priou est un élu local plutôt modéré, donc les policiers ne voient pas tellement comment il pourrait être une cible. Les investigations se poursuivent, mais les pistes sont refermées les unes après les autres. En tout cas, la piste terroriste pure ne semble pas tenir. Reste celle d'une rivalité politique. Il se trouve que 15 jours après l'attentat, les policiers ont reçu un signalement venant de la présidente du Centre national des indépendants et paysans, le CNI. Le CNI, c'est un parti politique qui a connu ses heures de gloire dans les années 60 et 70 en France. Il est réputé pour être à la droite de la droite, ayant même des accointances avec l'extrême droite. Donc cette femme, la présidente du CNI, elle a un contact téléphonique avec un enquêteur de la PJ de Nantes et elle va leur parler d'un jeune militant avec lequel elle a eu des problèmes. Ce militant, il s'appelle Philippe Rivet et il a 29 ans. Officiellement, il est marchand de biens dans la région. Il vit d'ailleurs entre la région parisienne et la presqu'île de Guérande où sa famille possède une maison au Pouliguen à côté de La Baule. Ce Philippe Rivet, il veut être candidat aux élections cantonales. Il est donc un opposant à Christophe Priou. Mais il est plus que ça. Selon la patronne du CNI, il voue une haine profonde à Christophe Priou. Le mercredi 16 mai 2001, 6 mois après l'attentat, des perquisitions sont menées. Oui, et elles visent donc ce fameux Philippe Rivet puisqu'elles sont réalisées à ses 2 domiciles, à l'Étang-la-Ville dans les Yvelines et au Pouliguen en Loire-Atlantique. Sur place, les enquêteurs vont saisir des éléments plutôt intéressants. Un pot notamment qui contient 5 kg de chlorate de soude dont 750 grammes ont été mélangés avec du sucre dans un récipient à part, ce qui rend le mélange explosif. Il y a aussi une vingtaine d'articles de presse relatant l'attentat de La Baule qui ont été classés et conservés dans le sous-sol. Il y a enfin un ticket de caisse qui provient de l'enseigne Lidl pour l'achat d'un fût de bière. Un fût de bière de la même marque que celui qui a servi à piéger la chaîne IFI et dont les enquêteurs apprennent à l'époque que seule cette chaîne de magasins la commercialise. Ça commence à faire beaucoup. Le problème, c'est que Philippe Rivet est introuvable. Il n'est ni dans les Yvelines, ni sur la presqu'île. Le vendredi 24 novembre 2000, un colis piégé explose au syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise, le SICAPG. Cet engin explosif, dissimulé dans une chaîne IFI, était destiné à Christophe Priou, maire du Croisic et président du syndicat. Mais il tue à la place un simple agent de 39 ans, Jacques Leparoux, qui a eu le malheur de le déplacer. L'enquête identifie un militant d'extrême droite comme l'auteur présumé de cet attentat. Il s'appelle Philippe Rivet. La police ne parvient pas à le localiser. Philippe Rivet a 29 ans. Il a grandi en région parisienne dans les Yvelines, dans une famille aisée, originaire du Pouliguen, à 8 km de La Baule. Il rate son bac, raconte qu'il étudie le droit à la faculté d'Assas à Paris, se fait recaler ensuite de l'armée où il voulait intégrer les commandos. Jeune adulte, il veut s'installer dans la vie politique locale de la presqu'île. Son grand-père était conseiller municipal au Pouliguen et s'est beaucoup occupé de lui petit. Philippe veut lui ressembler et il rêve de devenir maire un jour. Très jeune, il se prend de sympathie pour le Front National. Il s'imagine en homme politique d'envergure, mais même au FN, il ne se fait pas que des amis. Certains disent de lui qu'il avait le projet de supprimer Samuel Maréchal, un cadre influent du parti dans les années 90-2000, gendre de Jean-Marie Le Pen et père de Marion Maréchal Le Pen. En tout cas, il s'en est vanté lui-même. Il veut sa place de président des jeunes du FN. Quand il comprend que ça n'arrivera pas, il quitte le parti et intègre le GUD, ce groupuscule d'extrême droite particulièrement violent et dissous en 2024. Il participe à de nombreuses actions du groupe, mais ça ne lui suffit pas. Il veut être le chef, et pour cela, il finit par fonder son propre mouvement, l'UNED, l'Union nationale des étudiants de droite. Pour devenir maire du Pouliguen, Philippe Rivet a besoin d'être soutenu par un parti. C'est ainsi qu'il entre au CNI, le Centre national des indépendants, un parti politique très ancré dans la vie locale. Les premiers temps, tout se passe bien. Âgé de même pas 30 ans, il renouvelle un peu les troupes, il est sympathique et très motivé. Mais rapidement, la présidente du parti remarque qu'il n'est pas très fiable. Capable de faire de faux documents pour s'éviter des démarches administratives, il est très déterminé et peu regardant sur la manière d'atteindre ses objectifs. Il n'hésite pas, par exemple, à réaliser des photomontages de certains des adhérents de son propre parti, mis en scène avec des drapeaux nazis. Et il y a un objectif pour lequel il ferait n'importe quoi. Remplacer Christophe Priou au Conseil général, et pour cela, il compte profiter des élections de 2001.
Le jeune militant se met alors à placarder dans tout le département des affiches de campagne. Sur une photo en noir et blanc d'assez mauvaise qualité, on le voit de face, en costume, regarder droit vers l'objectif. Sous son nom écrit en énorme, il y a son slogan « Mon parti, c'est vous ». Le problème, c'est que ces affiches sont collées partout, et beaucoup trop tôt par rapport aux dates officielles d'ouverture des campagnes électorales. Si bien que Philippe Rivet est surnommé l'afficheur fou, et que Christophe Priou va signaler ses agissements à la police. La présidente du CNI, lassée de ses méthodes, l'exclut du parti, et sa candidature est de fait annulée. Damien Delceni, on imagine que pour Philippe Rivet, c'est un énorme choc. Ah oui, il le vit très très mal et manifestement, ça ne calme pas quand même toutes ses ambitions. C'est la raison pour laquelle, quand la présidente du CNI apprend qu'une bombe a explosé au SIC-APG et que le colis piégé était destiné à Christophe Priou, elle fait un lien direct entre cet événement et son ancien militant. Elle le sait capable de tout, très difficile à maîtriser. Elle va d'ailleurs dire aux policiers qu'elle a toujours été marquée par ses yeux sombres, son regard très dur et évidemment par ses méthodes peu orthodoxes. La police au départ n'est pas très réceptive parce que ça leur paraît assez fou qu'une simple histoire de rivalité politique locale entre un élu implanté depuis des années et un quasi-gamin sur ce tout petit secteur puisse avoir des conséquences aussi dramatiques. Mais la présidente du CNI insiste et surtout, elle va leur livrer cette phrase qu'elle a entendue un jour de la bouche de Philippe Rivet. « Christophe Priou, je lui ferai la peau ». Quelques semaines après les fouilles dans les Yvelines et au Pouliguen, Philippe Rivet reste introuvable quand un membre de sa famille contacte la police. Oui, il sait que Philippe Rivet est recherché et il va donner une nouvelle adresse, un nouveau point de chute où il pourrait se trouver. Et le jeudi 31 mai, c'est-à-dire 6 mois après l'attentat, les policiers se rendent devant l'appartement d'un proche de Philippe Rivet dans le 15e arrondissement de Paris. Quelques dizaines de minutes plus tard, ils ressortent avec Philippe Rivet, menottes au poignet. Ils pensent que c'est le principal organisateur de l'attentat. Un de ses amis est arrêté avec lui. À ce stade, des soupçons très forts pèsent sur les deux hommes, mais maintenant, il faut des aveux. Ces aveux, les policiers ne vont pas les obtenir. Non, Philippe Rivet nie totalement être impliqué dans cet attentat. En garde à vue à la PJ de Nantes, il apparaît très dur, très résistant. Alors, c'est pas sa première garde à vue, parce qu'en tant que militant du GUD, il a déjà subi ce type de mesures. Mais là, évidemment, l'affaire est bien plus grave. C'est peut-être pour ça qu'il va craquer à certains moments. Il va se mettre à saigner du nez dès qu'une question embarrassante lui est posée. Les enquêteurs se souviennent aussi que lorsqu'ils l'ont transporté jusqu'à la villa du Pouliguen pour une nouvelle perquisition, il s'est mis à convulser, de nouveau à saigner du nez dans la voiture, dont il a finalement refusé de sortir. Malgré tout, il est mis en examen et placé en détention provisoire. Il y a des indices, une conviction des policiers, mais pas de preuves formelles. En décembre, on est un peu plus d'1 an après l'attentat qui a coûté la vie à Jacques Leparoux. Les enquêteurs vont même envisager une autre piste et se replonger dans une revendication reçue le jour même de l'explosion. Le vendredi 24 novembre 2000, peu après 17h, le commissariat de La Baule reçoit un appel émanant d'un mystérieux groupe baptisé Comité du Peuple, Guichard et les autres doivent payer. Ce groupe revendique l'attentat. Le propos enregistré sur bande se réfère à une affaire qui a secoué le syndicat intercommunal de La Baule alors qu'Olivier Guichard, le baron du gaullisme et mentor de Christophe Priou, en était le président. À l'époque, son directeur avait été condamné pour avoir détourné 20 millions de francs, soit environ 3 millions d'euros, des caisses de la collectivité. Une affaire partiellement élucidée qui a laissé de nombreuses zones d'ombre et autant d'aigreurs. Pendant l'appel de revendication, le policier qui était au standard a noté le numéro de téléphone qui appelait. Il s'agit d'un portable loué à une société spécialisée. Jusqu'alors, la justice ne s'est pas intéressée à l'utilisateur de cette ligne, dont le nom a pourtant été fourni à la police. Mais pour la police judiciaire, la piste Rivet est la plus sérieuse. Et il continue à chercher des témoins, voire des complices. Un homme surtout les intéresse. Il s'appelle Jean-François Illy et il soupçonne qu'il ait pu être l'artificier de l'attentat de La Baule. Mais ce dernier est introuvable. Ils commencent alors à investiguer dans son entourage. Le vendredi 26 avril 2002, 1 an et demi après l'attentat, ils interpellent ainsi plusieurs personnes susceptibles de les conduire à lui. Et notamment 2, Jean-Louis Raveau, 38 ans,
et Vassilios Bazos, 22 ans, 2 anciens membres du GUD, le groupuscule d'extrême droite dans lequel était aussi Philippe Rivet. Coup de théâtre, pendant les auditions, Jean-Louis Ravaud révèle que Jean-François Hilly, l'homme que la PJ traque depuis des semaines, a été assassiné. Victime d'un guet-apens organisé le 10 février 2001 dans la villa familiale de l'Étang-la-Ville où vivait Philippe Rivet. En garde à vue, Jean-Louis Ravaud explique que, le soir du 10 février 2001, il se serait rendu à l'Étang-la-Ville pour y retrouver Bazos, Rivet et Hilly. Au menu du dîner, il y a une fondue bourguignonne. Et il y a beaucoup de vin aussi. Dans les verres qui sont servis à Hilly, il y a en plus des somnifères pilés. Le groupe serait ensuite sorti. Titubant, Jean-François Hilly est conduit dans les sous-bois de la forêt de Marly-le-Roi, qui se trouve tout près de la maison de Philippe Rivet. La suite de la scène est tout à fait glaçante. Après quelques minutes de marche, les 4 hommes s'approchent d'une fosse creusée récemment. La terre retournée est encore fraîche. C'est le tombeau de Jean-François Hilly. Tabassé, il est achevé par Rivet d'une balle de fusil à pompe dans la tête. Avant de l'enterrer, ses assassins prennent le soin de recouvrir son corps de soude pour accélérer sa décomposition. Damien, ses meurtriers présumés, se seraient ensuite efforcés de cacher cette disparition. Ils auraient quitté les Yvelines avec la Peugeot 406 de la victime pour se rendre jusqu'à son domicile parisien et y semer un peu de désordre afin de faire croire à un départ précipité. Ils vont continuer la mise en scène, ils vont ensuite aller abandonner le véhicule de Hilly aux abords de l'aéroport de Roissy pour accréditer un peu plus la thèse d'un départ soudain en voyage. Ils auraient également émis des chèques à son nom dans les semaines suivantes. Sa sœur, la sœur de Jean-François Hilly, recevra même une lettre envoyée de Pologne, un pays où Jean-François Hilly avait émis le souhait de migrer à plusieurs reprises. Tout est fait donc pour que sa disparition passe pour un départ volontaire. Et alors, quel serait le mobile de cet assassinat ? Alors, Jean-Louis Ravaud va évoquer une histoire de rivalité amoureuse, mais ça ne convainc absolument pas les enquêteurs. Eux pensent que Jean-François Hilly a un lien avec l'attentat de La Baule. Alors, soit il a fait chanter Rivet en menaçant de le dénoncer, soit Rivet et ses autres complices ont senti que Hilly était sur le point de craquer parce qu'il vivait très mal que l'attentat planifié contre Christophe Priou ait finalement tué une victime innocente. Dans les deux cas, le mobile, c'est donc qu'il faut liquider l'homme qui en savait trop. Il va falloir entendre Philippe Rivet sur cette étrange histoire. Bien sûr, donc fin juin 2002, Philippe Rivet est extrait de la prison de Saint-Nazaire et il est mis en examen pour assassinat dans l'affaire de la disparition de Jean-François Hilly, comme ses 2 complices présumés. Il va nier, encore une fois, comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Le cadavre, lui, reste introuvable, malgré un certain nombre de fouilles, et l'arme s'est envolée également. Pour la défense de Philippe Rivet, les charges sont faibles. Elles reposent selon eux sur des accusations farfelues de 2 de ses anciennes relations. Comme pour l'attentat de La Baule, où les preuves matérielles manquent. Ce qu'on ne comprend pas bien, par contre, c'est que les 2 complices qui ont avoué le meurtre de Jean-François Hilly, sans qu'on les interroge vraiment dessus d'ailleurs, eux, ils se sont quelque part jetés en prison, donc on a du mal à comprendre le bénéfice qu'ils pourraient tirer de la situation en y impliquant Rivet. Mais le vrai problème est ailleurs. Alors que les 2 affaires sont imbriquées l'une dans l'autre, celle de l'attentat de La Baule et celle de l'assassinat de Jean-François Hilly dans les Yvelines, eh bien, elles feront l'objet jusqu'au bout de 2 instructions différentes. Une à Nantes, une autre à Versailles, et donc de 2 procès différents également, ce qui est parfaitement incompréhensible. En mai 2004, Philippe Rivet a désormais 33 ans et il affronte, sans broncher, son premier procès aux Assises de Loire-Atlantique. C'est avant tout sa personnalité qui est passée au crible. Un père dépressif, une mère omniprésente qui joue le rôle du mentor, et surtout un homme violent qui veut combattre l'extrême gauche avec toutes les armes possibles. Obsédé par une investiture qu'il cherche en vain, il rumine sa frustration, qui grandit. La Cour retiendra surtout que Philippe Rivet est profondément dangereux. Pour l'attentat de La Baule, il est condamné à 28 ans de prison. Une première fois en 2004, puis en appel en 2006. En 2010, il comparaît une 3e fois devant les assises, dans les Yvelines, cette fois-ci pour l'assassinat de Jean-François Hilly. Là encore, il nie. Mais il reconnaît en partie les faits de La Baule, alors que ce n'est pas l'objet du procès. Il écope d'une nouvelle peine de réclusion très lourde,
27 ans. Au total, Philippe Rivet est donc condamné à 55 ans de prison. Mais en France, les peines prononcées ne se cumulent pas. Souvent, c'est la peine la plus haute qui est retenue. Après 25 années derrière les barreaux et plusieurs demandes de remise en liberté refusées, Philippe Rivet pourrait accéder à une libération conditionnelle l'an prochain, en 2026. Il aura 55 ans. Christophe Priou, qui était la cible désignée de l'attentat de La Baule, a été successivement député, maire du Croisic, puis de Guérande, conseiller régional, puis sénateur. Il n'a aujourd'hui plus de mandat électif. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Ce récit était écrit par Claudia Prolongeau et raconté avec Damien Delseny, avec à la production Thibault Lambert, Clara Garnier-Amouroux et Anaïs Godard, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez vous abonner et nous laisser des commentaires ou des petites étoiles, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site leparisien.fr et sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Vous pouvez également écouter Code Source, notre podcast d'actualité qui propose un nouvel épisode chaque jour.